Salut à tous. Cette série avec Corandon Circus et Mathieu Van Der Poel a vraiment du potentiel et je vais essayer de vous montrer pourquoi dans cet épisode. Déjà d'une part par la valeur du bonhomme, hein, de Mathieu Van Der Poel lui-même, de part également eh bien, les objectifs qu'on a pu se fixer là maintenant, qui sont des objectifs qu'on peut réaliser sur un moyen voire long terme. Donc, je pense notamment au développement, mais aussi au développement, outre des jeunes de U23, bah, le développement de ceux qu'on va recruter au prochain mercato. Et puis cette histoire aussi de sponsor qui a aussi vécu un petit rebondissement, puisque au final, avec la Katusha Alpecin qui va disparaître et donc une place en World Tour qui va se libérer dès 2020, eh bien, il se murmure de plus en plus que peut-être Alpecin rejoindrait Corandon pour former un duo Corandon-Alpecin qui serait assez automatiquement, vu la présence de Mathieu Van Der Poel, le recrutement probable et le budget qui irait avec, le dossier présenté par ces deux sponsors-là pour une équipe serait assez légitime pour accéder au World Tour. Donc ça nous donne en fait de belles perspectives pour eh bien 31 juillet qui suivra. Alors on avait gagné Milan-San Remo à l'épisode précédent. Voici un petit peu le tableau des récompenses, hein. En tout cas le petit bilan des vainqueurs par-ci, par-là. On a des perfs remarquables, des objectifs sponsors. Tout est dans les clous pour le moment. On est au max avec le sponsor. Ce qui nous reste à faire, bah, dans cet épisode, on va traiter Tour des Flandres, Grand Prix de l'Escaut, on va traiter l'Amstel, la Flèche, on laisse Liège pour le prochain, j'ai pas eu la place. Il fallait que ça fasse une trentaine de minutes, comme toujours. Je pense à Dylan Van Baarle éventuellement pour le championnat des Pays-Bas, étant donné qu'avec Mathieu Van Der Poel, on vise, c'est un peu prétentieux, mais on vise le titre mondial. En plus, ce sera sur le parcours. C'est pas moi qui l'ai touché. J'ai laissé le jeu faire. J'aime bien aussi. Dans les premières parties comme ça, on est au mois de juillet encore. Dans les premières parties avec PCM, j'aime bien laisser le jeu décider lui-même des variants. Et le mondial en fin d'année, je vous le donne en mille, ce sera à Valkenburg. Donc, ce fameux mondial qui empruntait au final un petit peu le parcours, en tout cas sur une grande partie finale de l'Amstel, ancienne version, quoi, avec le Coburg en juge de paix. Donc, super intéressant pour nous. Super intéressant parce que le Coburg, honnêtement, avec Mathieu Van Der Poel et l'équipe des Pays-Bas, ça nous fait pas vraiment peur. Donc, on sait qu'il y a quelque chose peut-être qu'on peut espérer. Et donc, peut-être espérer que Dylan Van Baarle s'empare du maillot de champion des Pays-Bas. On travaillera pour ça. Il n'y a rien de garanti. Pour l'heure, on est sur eh bien, un Tour des Flandres. On avait eu un petit peu un choix à faire, hein. Je vous avais dit que je voulais économiser Mathieu Van Der Poel et surtout je voulais essayer de me donner un max de chance pour retarder son pic de forme. Il a été retardé, donc on l'avait pas fait participer à travers la Flandre, ce qui avait clos l'épisode 7. Et on avait du coup déclenché un pic le 6 avril, à savoir la veille du Tour des Flandres, et non pas le 5. Du coup, ce petit jour-là, il fait toute la différence, parce qu'en fait, dans le jeu, les pics durent entre 18 et 24 jours. 18 jours, ça me garantit que le pic soit encore valable à la Flèche wallonne, mais ça ne me garantit pas qu'il soit valable à Liège. C'est donc ce qu'on verra, ça par contre, dans l'épisode 9. Voilà. Donc, Tour des Flandres. Eh bien, vous avez vu que l'approche s'est faite convenablement. Attention, comme ça, le vieux Quarmont à ne pas laisser trop partir, même si on a toujours des gens qui peuvent comme ça rouler et nous ramener quelque part. Vous voyez, par exemple, quand on est un poil lâché, mais avec de la barre dans le vieux Quarmont, à l'image de ce qui vient de se passer, dans le Paterberg, on a toujours moyen de recoller, et c'est chose faite. Donc pas de problème. On essaye de pas justement brûler trop d'énergie de manière trop inefficace. Il y a un groupe de gens là qui sont un peu lâchés,
qui font eux par contre des efforts pour rentrer. On a aperçu aussi Peter Sagan dans ce groupe-là. Du coup, j'appuie un peu par contre. J'appuie un peu parce que je me dis que si ils ont du mal à nous reprendre, il y a bien un moment où les ultra favoris de ce groupe-là vont se consommer et donc vont brûler une partie de leur énergie qui leur fera peut-être défaut dans le final. Donc c'est ça mon calcul. Du coup, je me décide à faire un petit peu rouler Van Barle. On a la chance d'avoir aussi Tony Galopin là qui est bien présent. Je trouve que c'est un alliage assez intéressant, une alliance assez intéressante, Van Barle, Galopin, en soutien de Mathieu Van Der Poel. J'ai dû reconfigurer, hein, vous vous souvenez, Galopin, j'ai dû le reconfigurer parce que dans mes prévisions de début d'année, c'était Sénéchal et Van Barle qui devaient accompagner, par exemple, sur Tour des Flandres, mais sur Flandrienne en général, c'était Sénéchal et Van Barle qui devaient accompagner Mathieu Van Der Poel. Ils ont été recrutés dans ce sens, mais avec l'horrible blessure début mars de Sénéchal, qui, là, j'ai regardé les dernières mises à jour le petit onglet infirmerie, là, dans le menu du jeu. Retour mi-mai pour sa fracture des vertèbres. Donc, au début, c'était mi-avril, hein. Là, ça devient mi-mai. Je trouve que la blessure dure pas mal. Donc on a dû recomposer un petit peu tout ça, et donc en l'occurrence c'est Tony Galopin qui s'y colle. Au lieu d'aller sur Tour du Pays Basque, il s'occupe de venir aider avec ses moyens. Ce n'est pas un vrai Flandrien, ça joue un coureur qui est quand même assez polyvalent en fait, il est super intéressant, Tony Galopin. La attaque de Stibar et Nassen, attention, on est dans la roue mais on n'a plus grand chose du tout. Punaise, on se retrouve avec Greg Van Avermaet qui du coup prend aussitôt un relais parce que il ne tient pas à ce que Nassen et Stibar partent tous les deux. Merci à lui. Merci Greg. On te revaudra ça un jour ou l'autre. Greg Van Avermaet nous ramène au pied du dernier passage dans le Paterberg. Après, il y a 12 km, 12-13 km de plat. Donc, si on passe ça, et puis ensuite, vous avez vu aussi la récupération de barre de Mathieu Van Der Poel dans la descente. Waouh, c'est là que le 84 en descente prend tout son sens. Derrière, c'est battu. Derrière, De Bussere, Kwiatkowski, on a aperçu aussi Wout van Aert, Nils Politt. C'est battu. Sagan, c'est derrière. Stuyven, c'est pareil. On a un vrai coup à jouer ici, puisqu'on se retrouve à 4 avec un écart qui ne se rebouchera plus à ce stade-là. Regardez, ça roule plus derrière. Voilà. Terminé. Terminé derrière, c'est l'enterrement. Ils vont se battre pour la 5e place. Et du coup, il faut être malin. Il faut être malin. J'ai un peu roulé, mais surtout surveillé les uns les autres. Je surveillais aussi pas mal Oliver Nassen, je me méfiais beaucoup de lui. Nassen Stibar, je me méfiais pas mal, parce qu'encore vu que Greg Van Avermaet, il avait dû peut-être un peu bouffer de l'énergie, et là ça roule plus. Ça roule plus, du coup, je me dis, écoute, t'as énormément de barres, il y a peut-être un petit quelque chose à tenter. Tant pis, hein, c'est peut-être la cartouche, peut-être qu'on la grille, peut-être qu'après on se fait reprendre, et derrière on se fait taper au sprint, hein. Mais je tente le coup, c'était à peu près à 4 km de l'arrivée, 3,9, 4. Derrière, on voit qu'il y a un effort phénoménal et on continue avec un effort relais assez fort, hein, quand même à 92. J'ai varié entre 88 et 92 là. Il me restait de la barre. Victoire de Mathieu Van Der Poel sur ce Tour des Flandres 2020. Victoire en solo, même si derrière c'est revenu comme des balles au dernier moment, mais victoire a été acquise. Le champion du monde Mathieu Van Der Poel qui s'impose sur le Tour des Flandres. Ça a de la gueule. Et on va pas s'excuser d'avoir profité d'une circonstance de course, à savoir les mecs qui se regardent un peu, derrière quelques favoris qui s'étaient fait un petit peu surprendre dans certains monts pavés. Nous on avait appuyé là où ça faisait mal avec Van Barle, avec Galopin. Donc gros boulot d'équipe. Ce qui a un impact d'ailleurs au passage sur nos finances. Vous voyez que le franchissement du zéro en abscisse ne cesse de reculer. On va peut-être réussir à repousser ce franchissement jusqu'à 1er janvier 2021. Ce serait vraiment mon objectif. Comme ça, on repart sur des bases saines l'année d'après, même si on est à zéro. C'est pas grave. Après, j'ai
là je vous présente la semaine, les 6 jours pour être précis, entre Tour des Flandres et Paris-Roubaix, voilà, qui est notre prochain vrai objectif. On a donc le Tour du Pays Basque sur lequel on est obligé d'envoyer une équipe, puisqu'on est en World Tour. Les Ineos ont fait très fort sur la première étape, derrière ça se passe au sprint sur la deuxième, et on a le Grand Prix de l'Escaut. Grand Prix de l'Escaut pour lequel je vais mettre au repos Mathieu Van Der Poel, parce qu'on me demande, le sponsor demande un top 10. Je me dis qu'avec Roy et Jens, c'est largement jouable le top 10, il n'y a aucun problème. Je suis presque sûr d'arriver à le choper, le top 10 avec Jens. Et du coup, semaine de repos pour Mathieu Van Der Poel, très très importante, parce que la saison ne s'arrête pas à Roubaix. Hein. Il y a Amstel, il y a Flèche et Liège derrière qui m'intéressent au plus haut point. Donc c'est très bien d'avoir pu économiser sur le Grand Prix de l'Escaut notre ami Mathieu Van Der Poel. Galopin fait le boulot, alors que Van Barle s'était fait reprendre sur une tentative, on va le dire très clairement, presque foutu d'avance, mais on sait jamais. On sait jamais. L'IA peut parfois avoir un bug, ne pas bien réagir, bref. Jans vient quand même nous prendre une jolie deuxième place derrière Alexander Christophe. Je prends tous les jours. Tous les jours, je prends deuxième, surtout qu'on voulait le top 10. Donc voilà. RAS, on passe à la suite. Toujours ce Tour du Pays Basque sur lequel nos coureurs ne performent pas, hein, très clairement. Il aurait peut-être fallu jouer une étape comme ci, comme ça. Peut-être qu'un Sosa avec une jolie forme aurait pu faire un top 10, etc. Ouais, c'est faisable sur une étape, bien sûr. Ou sur celle-là, par exemple, vous voyez. Mais tant pis, c'est pas l'objectif. On avance. On a envie de voir un petit peu la suite. Je crois que c'est beaucoup plus intéressant. Geraint Thomas, c'est donc adjugé une petite avance qui pourrait être essentielle avant l'étape 6. C'est confirmé. Victoire finale de Geraint Thomas sur ce Tour du Pays Basque. Pas de présence remarquable de notre part. Et on se lance vers le 3e monument de l'année, Paris-Roubaix. Attention, ça va piquer. Ça va piquer parce que, évidemment, c'est la course la plus difficile à gagner du jeu, très probablement. Je parle des courses d'un jour, hein, bien sûr, parce qu'il y a énormément de gens qui peuvent l'emporter dans les derniers kilomètres. Il y a beaucoup de coureurs très très forts, même si on en a un qui est vraiment balèze, hein, mais toujours se méfier. Et puis après, on sait très bien que sur une chute ou sur une crevaison, tout peut basculer et on se retrouve le bec dans l'eau. Donc, Troué d'Arambert. Jusque-là, on a été assez épargné. Donc, moi, je me dis déjà, c'est pas mal quand on est épargné jusqu'à la Troué d'Arambert. Tout s'est très très bien passé. On ne cherche pas à être systématiquement en tête à l'entrée des secteurs pavés, mais quand même, on veille à être dans les 15 premières positions, hein, très clairement. Crevaison de Roy Jens. Bon bah là, je crois que avec un coureur comme ça, qui est déjà pas super super fort en pavé, c'est la fin déjà de la participation de Jens pour ce qui est de jouer un rôle en tant que protecteur de notre côté. Vermeersch a beaucoup de difficultés également à son tour. C'est un coureur très précieux, hein, je tiens à le dire. Ce Vermeersch là, avec sa jolie note en vallon, sa jolie note en pavé, et puis le reste qui est pas dégueulasse, c'est un coureur qui honnêtement est bien utile dans pas mal de circonstances. Je serais presque à deux doigts de le resigner au nom de la fidélité aux mecs qui nous ont bien bien aidés. Il était là depuis le début en plus, donc vraiment intéressant et respectable. Là, vous voyez par exemple, ça ne se voit pas, mais Van Barle est en protection de Mathieu Van Der Poel. Voilà, enfin, il s'est remis devant. Des fois, il y a une forme de soit bug d'affichage pour ce qui est du protecteur et du protégé, et puis des fois aussi, il y a peut-être tout simplement que le leader que l'on protège. Donc là, merci Tennyson qui va donner un petit coup de collier pour revenir. Voilà, lui veut faire rentrer Wout van Aert. Et du coup, ça permet à Van Der Poel de recoller tranquillou. On n'est pas dans un secteur à deux boules, hein. On était quand même dans le carrefour de l'arbre. Hein. Donc, ok,
ça s'est pas trop mal passé. Et donc, bah oui, voilà, protecteur, protégé, il y a toujours cette histoire, il y a toujours cette histoire de, de affichage où parfois on a l'impression qu'en fait le leader est devant. Mais après, je me dis que s'il y a toujours le bouclier, c'est quand même la protection doit agir, même si. Vous voyez ce que je veux dire? Entre l'affichage et ce qui se passe réellement, j'ai l'impression qu'il y a quand même, même quand le protecteur est derrière, il y a quand même un effet en fait positif. Allez, c'est parti. On est sur le final d'ailleurs. Les favoris ne s'y trompent pas, les Van Avermaet, les Nils Politt, les Sepp van Marke, Van Avermaet qui d'ailleurs s'échappe. Il y a Oliver Nassen. Quand vous voyez un champion de Belgique, c'est Oliver Nassen. Stibar est juste derrière. Mathieu Van Der Poel. Peter Sagan décide d'accélérer pour essayer de rentrer. On comprend très bien sur l'avant. On est rentré. Bon an, mal an, parce que des fois, ça se calme et ça réattaque. C'est toujours pareil. Hein. Il y a des vagues d'attaque. Après, c'est le calme plat. Avant, une nouvelle attaque, etc. etc. Je vous disais une saucisse juste avant, c'était pas le carrefour de l'arbre, puisque là, on arrive dans le secteur de Canfin en Pével, voilà, qui est terminé. Et on va enfin aborder le carrefour de l'arbre. Excusez-moi pour la confusion juste avant. C'est parti. La roue à surveiller, c'est celle de Peter Sagan a priori. Même si, ça peut arriver de toutes parts. Hein. Un Stibar peut être offensif, un Van Avermaet peut aussi, Nassen peut se méfier un petit peu de partout. Hein. Wout van Aert, je me méfie énormément. Attention, Niki Terpstra est un, avec Tish Benoît, hein, et sont des Bahrain Merida. Attention, attaque. Attaque de Wout van Aert. Je décide de prendre la rouge. Je me dis que ce serait sympa un petit final entre les deux champions de cyclocross, Van Aert, Van Der Poel. Ok, évidemment, Van Aert n'en peut plus. C'est bien ma chance. C'est bien ma chance. Je tombe sur un gars qui attaque et qui cale. C'est pas de bol. Surtout quand vous savez que des fois, quand il y en a deux qui attaquent à cet endroit-là, ils s'envolent, ils prennent 50 secondes et les autres roulent plus derrière. Il y a un peu complice parfois, bref, à nos dépens, hein, en mode extrême. Mais ça, c'est sympa aussi parce que ça donne un peu de piment. Si on gagnait en fermant les yeux, ce serait un peu dommage. Allez, pour reprendre Stibar, je pense que ce sera le cas. Et puis surtout, maintenant, il faut essayer d'avoir un peu d'intuition. Qui est-ce qui va être le meilleur au sprint? Est-ce que ça va être Christophe, Sagan ou un Van Der Poel qui devance et au final, donc personne n'arrive à lui passer devant? On voit qu'on remonte, on remonte. Est-ce qu'on va la prendre? Oh là 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 là, la douleur. La douleur absolue. La douleur totale. On est mort à quelques centimètres de la roue d'Alexander Christophe. On vient prendre une deuxième place sur ce Paris-Roubaix. Deuxième place qui est loin d'être déshonorante hein, dans l'absolu. Regardez l'écart est vraiment pas grand hein, là-haut. Là, hop là. On voit bien que Christophe, la roue franchit légèrement devant. Hein. Voilà, donc ok. Dans la foulée de ce Paris-Roubaix, on va se calmer de toutes ces émotions. Brabant se pile. Et là, je me dis, ok, on réorganise un peu. C'est pareil. Brabant se pile, il a gagné l'année d'avant. Donc, aucun intérêt à y retourner. On n'a pas d'objectif sponsor. On va confier le boulot à d'autres. On va leur confier le taf. Ça va être évidemment Van Barle, Tony Galopin qui vont s'y coller. On va voir un petit peu ce qu'ils sont capables de faire sur le Brabantse Pile. Donc la flèche Brabançonne au fond. Hein. On va tenter avec eux tout en reposant Mathieu Van Der Poel avant l'Amstel. Vous allez me dire, mais il est à 100%. Il est à 100% aussi d'entraînement et il est sous pic. Pourquoi est-ce que tu l'alignes pas pour aller chercher une victoire? En fait, c'est la fatigue à laquelle je pense. Parce que vous savez, il y a toujours cette petite sous-courbe qu'on ne voit pas dans l'onglet planification. Là. Quand on la voit, c'est mauvais signe. Hein, en rouge, ça veut dire que le coureur a une fatigue qui dépasse les 50%. Hein, vous voyez de quoi je parle? Ben, en fait, je sais que si je le fais pas participer à cette course, sa courbe sera un petit peu plus basse au moment de l'Amstel.
Et comme l'Amstel, le sponsor, nous demande victoire, alors qu'il y a, attention, attaque de Kwiatkowski. Attaque de Kwiatkowski, il faut peut-être pas laisser partir. Il y a aussi Philippe Gilbert qui est très dangereux. On a vu un Remco Evenepoel qui est de plus en plus intéressant avec ses stats. Donc voilà, c'est pour la courbe de fatigue, même si on la voit pas, encore une fois. C'est pour ça que j'économise les points de fatigue, on va dire, inhérents à la participation à ce Brabantse Pijl, parce que j'ai vraiment envie de maximiser mes chances d'avoir une grosse forme du jour sur Amstel, Flèche et Liège. Hein. Donc parenthèse refermée. Remco s'accroche, c'est lui qui est dans la roue de Tony. Remco s'accroche, il s'accroche, il s'accroche. Eh, il est combatif le bougre, il est combatif. Et là, c'est Philippe Gilbert, pour finir, qui a réussi à prendre notre trou. Il y avait Remco qui s'était accroché avant, hein, excusez-moi. C'était au tour d'avant que Remco s'était bien battu. Philippe Gilbert dans la roue de Van Barle, je me décide à lancer avec Van Barle au final. Attention avec Kwiatkowski qui revient. Et en laissant Galopin dans la roue de Gilbert. Truc un peu logique. Mon meilleur sprinter, le mec qui a le plus d'accélération dans la roue de Philippe Gilbert. Et ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Est-ce que c'est un coup mal joué? Peut-être. Est-ce qu'il y avait quelque chose à faire contre ce Philippe Gilbert-là? C'est peut-être pas sûr. C'est comme l'histoire de Paris-Roubaix juste avant. Hein. Est-ce que le sprint a été déclenché au bon moment? Pas sûr, pas sûr. Est-ce qu'il aurait mieux pas valu faire une feinte du style on amorce le sprint, on prend tout de suite la roue de Christophe dès qu'il a pris notre roue, et derrière on en replante une, et j'avais peur de me faire déborder si je faisais ça en fait. Voilà. J'avais peur qu'en fait sa première accélération soit la bonne. Bon, en l'occurrence, elle a été la bonne. Et voilà, donc bref. Parenthèse refermée, Paris-Roubaix, il faudra attendre 1 an pour prendre sa revanche. On est sur l'Amstel. Et sur l'Amstel, bah, j'ai fait un test. Je me suis amusé à faire un test, étant donné que je disposais d'équipiers intéressants. Vous avez vu Vermeersch qui est encore là. Galopin évidemment, et l'ami Dylan Van Barle. J'ai fait un test, vous allez le voir dans quelques secondes. Quel test j'ai fait? C'est le test du Coburg. Alors, quel est-il? Eh bien, vous savez que j'ai l'habitude d'aborder toujours le Coburg dans ce parcours, nouvelle version des dernières années, on va dire, hein, de Amstel. Vraiment bille en tête avec un train, en fait. Un train qui a fond, et je m'arrange pour être toujours aux avant-postes dans la remontée, dans la montée du Coburg. Voilà. Donc, ok. Là, je me suis laissé traîner assez volontairement pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Et alors, ce qui est marrant, c'est que la sélection ne se fait pas toujours de cette façon-là, mais on s'est retrouvé, de ce fait, relégué dans un deuxième groupe, bon, avec faible écart, hein, très clairement, hein, mais disons qu'en fait, cette cassure, elle n'aurait pas forcément eu lieu systématiquement. Elle aurait pu avoir lieu 10 coureurs plus loin, et en fait, on serait dans le groupe à l'avant, en fait. Hein. Et donc moi après, évidemment, j'ai fait donner. J'aurais jamais fait ça si l'année d'avant, hein, l'année d'avant où Van Der Poel était tout seul. Hein. Mais là, avec Van Barle et Galopin, j'étais assez serein. Je savais qu'au pire, la cassure, j'étais capable de l'absorber. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que on profitait du Coburg, Kwiatkowski, Adam Yates et Julien Alaphilippe pour s'échapper. Donc, pourquoi est-ce que je dis que c'est intéressant? Parce qu'en fait, je suis assez confiant. Je suis assez confiant avec la barre qui reste pour mes deux équipiers de très grande valeur, Van Barle et Galopin. Je suis assez confiant, ce qui fait qu'en fait, regardez, déjà Alaphilippe et Adam Yates, on reprend. Ce qui est quand même à noter, c'est que la Quick-Step roule à mort sur Alaphilippe. Ça, j'ai pas trop aimé, juste avant, vous avez vu. Bon bref, parenthèse refermée, de toute façon on l'aurait repris, il n'y a pas de problème. Ce qui est très intéressant pour nous dans cette config, parce que là on continue à appuyer à mort, et quand Van Barle il n'a plus rien, c'est Galopin qui y va. Hein. Ce qui est très intéressant dans cette config, c'est que Kwiatkowski d'une part à la Philippe, alors que là il y a un bug de collision, puisqu'évidemment il y a contre-attaque immédiate de Van Der Poel, à peine on a repris Kwiatkowski, ben c'est que justement Kwiatkowski à la Philippe, dans l'impossibilité de réagir à l'attaque. C'est pour ça que j'ai planté de suite la contre-attaque, en fait. Sans attendre. Contre-attaque immédiate. Bob Jungels, c'est lui le quick step qu'on aperçoit, le De Koenig. C'est pas lui qui va nous prendre en accélération, Bob Jungels. Il a d'autres qualités. Donc c'est pour ça, je me suis dit, il faut le tenter.
Il faut le tenter parce que sinon, Alaphilippe et Kwiatkowski auront récupéré pour le sprint et ce sera plus la même histoire. Et ça a fonctionné. Attaque donc à quelques kilomètres de l'arrivée, en fait contre-attaque de Mathieu Van Der Poel sur Kwiatkowski qui va au bout avec une victoire qu'on n'avait jamais eue encore sur l'Amstel. Ça fait bien plaisir cette victoire parce qu'en plus elle est acquise de façon totalement rien à dire quoi. Il n'y a rien à dire, il n'y a strictement rien à dire. Elle est méritée, elle n'est pas volée, elle n'est pas à une roue, à un boyau, etc. Donc elle fait d'autant plus plaisir. Ça tombe bien, je parlais d'un boyau, on pourrait évoquer la flèche wallonne de l'année précédente, où on s'était imposé avec une forme du jour à +5, sur un scénario mais juste invraisemblable, mais de même pas, je sais même pas quel écart il y avait avec Alaphilippe, tellement c'était tendu, les deux, ils en pouvaient plus en haut du mur de 8, bref. C'était un exploit retentissant, parce qu'il n'y avait pas d'équipier. Et là, je me dis que malgré le +3, c'est ça, quelque chose comme ça, de Mathieu Van Der Poel, il y a peut-être quand même à espérer, tout du moins, être top 5, très clairement. Surtout qu'on a le renfort d'équipiers de grande qualité. Là encore, vous avez vu, Van Baarle, il a terminé sa première partie de saison, évidemment, en tant que Flandrien, après l'Amstel, stop, terminado. On ressortira de sa boîte Van Baarle sur la prépa, regardez le pourcentage, c'est pour ça que j'ai zoomé là. Pourcentage du mur de 8, vous voyez, il y a encore un, voilà, on retourne à 18 là. Il y a, en gros, ça monte vers 16, 18, ça redescend à 15, ça remonte à 18 et après ça redescend puisque c'est direction l'arrivée qui est à 4-5%. C'est important cette pente. C'est pour ça que je la montre. C'est parce qu'en fait, comme tout risque de se jouer là, ça conditionne quoi ce 18% là qui revient un petit peu avant que ça redescende? Ça conditionne exactement le moment auquel il faut attaquer et placer le sprint si tant est qu'on ait encore un peu de barre dans la roue probable de Kwiatkowski ou de Julien Alaphilippe. Donc vous avez vu, on est sur le circuit final, voilà, ce petit enchaînement RF, Cherave, mur de 8, ok. Encore un passage au mur de 8 qui, cette fois-ci, voilà, n'est pas le dernier non plus. C'est donc l'avant-dernier nécessairement, puisque je vous avais montré celui d'avant, et il y en a 3 dans le final, dans le circuit final. On est pas mal, vous avez vu, il y a Astana qui roule bien là, c'est marrant. Je me suis demandé un petit peu pour qui il pouvait espérer réellement quelque chose, parce que j'ai pas l'impression qu'ils sont armés pour jouer les premiers rôles. Et il y a aussi un truc important dans cette course, c'est que, donc oui, j'ai remplacé le rôle de, on va dire, lieutenant, Van Baarle, qui n'est pas là évidemment, normal, est remplacé par Verbeek, mais bon voilà, Verbeek a lâché à ce moment-là, donc il n'y a plus que Tony Galopin pour aider Mathieu Van Der Poel. Attaque de Alaphilippe avec Kwiatkowski dans la roue, avec Yates, non c'est pas Kwiatkowski, c'est Dan Martin probablement. Voilà, il faut réagir, en fait je ne réagis pas en attaquant. Il y a Fuglsang derrière avec le maillot de champion du Danemark. Je ne réagis pas en attaquant, je réagis en effort curseur. Et là, vous avez vu, Galopin, il est bien resté convenablement devant. Il n'y a pas eu de bug d'affichage ni quoi que ce soit. Nickel. Et là, c'est pareil, je pousse dans la deuxième partie de RF. Mais il y a quand même attaque de Kwiatkowski juste avant le sommet. Allez, grosse course là. Très très grosse course avec beaucoup d'offensives, des meilleurs. Après, moi, je me frotte les mains. Kwiatkowski qui se dépense. C'est bon pour nous. C'est très très bon. On est dans le dernier tour à présent. Dernier tour. On n'est pas très très loin, puisqu'on est à Cherave. Derrière, ce sera la descente vers le mur de 8. Mollema est présent, d'accord, très bien, ça me va. Dan Martin. On a aussi Alaphilippe. On a Kwiatkowski qui a l'air d'être un peu en difficulté. Puis regardez, il y a une cassure. Il y a une cassure, parce qu'en fait, Tony Galopin, il a du mal à suivre l'attaque, donc c'est un peu embarrassant. Et là, il va se passer un truc. Regardez bien Tony, je vais le mettre à 99 en effort curseur. Il faut que Galopin il nous ramène Mathieu Van Der Poel. Voilà. Vous avez vu cet effort monstrueux de Galopin pour faire quoi ensuite? Pour se caler dans la roue
de Julien Alaphilippe. Et évidemment, on va pas faire autre chose que se caler dans la roue d'Alaphilippe dans le mur de 8. Je veux dire, c'est la référence ultime. Très bien d'ailleurs, le maillot de champion de France lui va ravir à Julien Alaphilippe. Allez, on est pas mal. On est pas mal parce qu'il reste de la barre. Vous avez vu, j'ai laissé passer les 18% là, j'ai laissé passer et là je fournis, déjà un petit peu avant, l'effort de sprint de Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel a donc sprinté exactement au moment où il le fallait pour aller chercher, excusez du peu, une deuxième flèche wallonne consécutive. Waouh! Je ne sais pas laquelle est la plus belle. Est-ce que c'est celle de l'an dernier au niveau flèche wallonne ou est-ce que c'est celle-là? Ah, je dirais probablement l'an dernier parce que l'an dernier c'était l'effet de surprise, alors que là c'est un peu la confirmation du fait que Mathieu Van Der Poel, mieux entouré, c'est quasiment une arme absolue. Hein, on avait connu dans le passé avec la série Lotto Soudal un Tish Benoît qui était dans le domaine de l'arme absolue, il était pas mal du tout. Mais je crois qu'en fait là on a dépassé les standards auxquels on avait déjà assisté. L'enchaînement là, Tour de Flandre, deuxième à Roubaix, puis victoire sur Amstel et Flèche. C'est chaud, hein. C'est chaud franchement. Et puis en plus, juste dans l'épisode d'avant, il y a eu Milan-San Remo et GPE3 quoi. Donc voilà, il reste des pistes. Hein. Il va falloir essayer de trouver le moyen de s'imposer à l'avenir du côté de Gand-Wevelgem, de trouver le moyen d'aller chercher un Paris-Roubaix, c'est essentiel. Puis encore plein d'autres réjouissances, à commencer par Liège, par lequel on commencera dans le prochain épisode. Vous voyez qu'on a du pain sur la planche, on a réussi tous nos objectifs sponsors, mais là, c'est pas fini du tout l'histoire, et puis après on va rentrer à l'histoire des dossiers, des pré-transferts, etc. En route vers le Tour de France et le recrutement. C'est passionnant. Je vous dis à très bientôt, bye bye.